Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Un quartier populaire de Lisbonne dans les années 1920, il y a une centaine d'années, l'air frais du Tage, les ruelles arborées, le linge, vous savez, qui flotte au vent, et puis ces ribambelles d'enfants remuants, et dans l'embrasure d'une fenêtre, la silhouette d'un homme âgé, et derrière lui, une enfant. Oh, elle a les cheveux couleur de jais et de grands yeux sombres. Voici Amalia, encore dans les tendres années de l'enfance. Elle entonne, la petite Amalia, elle est toute jeune, mais elle chante un tango du célèbre Carlos Gardel. Le grand-père détourne le regard de sa petite fille, ce qui fait qu'elle chante avec un petit peu plus de vaillance maintenant, et dehors, déjà, les passants lèvent la tête. D'où vient cette voix si juste, cette voix enfantine déjà si saisissante? Le grand-père dit « Chante encore, ils sont déjà 6 qui se sont arrêtés ». La grand-mère est un petit peu plus rude, elle implore la gamine de se taire, elle a que faire des chansons de la fillette. Ah, si tu pouvais être aussi doué pour les lettres que pour le chant. Mais les voisins ne s'y trompent pas. Ils vont rétribuer le talent de la petite fille quand ils la croisent, on lui donne des pièces, on lui donne des bonbons. Ce sont pour Amalia autant de petits trésors, parce que Amalia est élevée à la dure, vous l'avez compris, elle est plus habituée aux corvées qu'aux jouets et aux marques d'affection. Il y a quelques années que ses parents l'ont laissée chez ses grands-parents. Amalia da Piedade Rodrigues était née chez eux à Lisbonne. Son père, musicien et cordonnier, espérait trouver du travail dans la capitale portugaise. C'était le 14, peut-être le 23 juillet 1920. Sa grand-mère répète que c'était le temps des cerises. Amalia choisira pour date officielle le 1er juillet. Et peu après sa naissance, ses parents sont repartis dans leur province du Beira Baixa. Ils ont laissé derrière eux leur dernière-née. Ça fait toujours une bouche de moins à nourrir. Dans Amalia Forever, un chant d'humanité, voici ce que raconte Jean-Jacques Lafaille. Il raconte ces Portugais pauvres, souvent de noir vêtus et parfois allant sans souliers sur les chemins de la ville. Amalia va grandir avec tout cela, si je puis dire. Toute cette espèce de mélancolie et toute cette espèce de dureté douce, si je puis dire, ce mélange qu'il va falloir surmonter. Elle est habitée tôt par l'idée de la mort, et même elle va tenter de s'empoisonner. Dès que la mort existe, la vie est absurde. J'ai toujours eu des pensées tristes. C'est ce qu'elle dira à son biographe. Et pour se distraire, en grandissant, elle s'offre des livres de chants. Et elle réinvente les chants traditionnels qu'elle y découvre, elle les réinvente à sa manière. Donc les badauds, lorsqu'ils se pressent sous la fenêtre du grand-père, sont loin d'imaginer que cette voix juvénile va bientôt se confondre avec la voix de tout un pays. Personne ne le sait encore, mais comme l'écrit Jean-Jacques Lafaille, Amalia est l'infante secrète du Portugal, cachée dans les replis de sa noble misère. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors à 9 ans, on la voit entrer à l'école, elle apprend ses leçons à l'oreille, elle découvre les poètes notamment. Et puis elle se met à chanter, notamment au cours d'une fête de l'école, elle va chanter là devant tout le monde. Alors, elle fait quand même toujours l'objet de moqueries, avec ses robes grossières, son seul et unique livre, des petits cahiers dont elle économise chaque ligne, parce qu'on n'a pas les moyens d'en acheter beaucoup, évidemment. Tout ça, c'est une espèce d'humiliation permanente. À 12 ans, alors qu'elle se rêve déjà en cape noire d'étudiante, il lui faut quitter l'école. Non, il faut aller travailler maintenant pour quelques escudos. Elle va s'en aller faire du repassage dans un atelier de broderie. On la verra également emballer les sucreries dans une usine, et 2 ans plus tard, elle va rejoindre ses parents, parce qu'entre-temps, ses parents sont rentrés à Lisbonne. C'est plus le climat sévère de la maison de la grand-mère, là, maintenant. C'est une espèce de capharnaüm. Elle ne se sent pas chez elle lorsqu'elle vit avec ses parents. Je ne me sentais bien nulle part, dira-t-elle. Et toujours cette idée de la mort qui la traverse. Si elle mourait, là, maintenant, est-ce qu'il y aurait quelqu'un pour la pleurer? On la devine adolescente sur les bords du Tage, écrasée de soleil, un panier de fruits à la main. Avec sa sœur Céleste, elle vend des oranges aux étrangers qui accostent avec les bateaux. Vous savez, dont les bateaux viennent d'accoster.
misère terrible, qu'elle accepte en même temps avec un certain fatalisme dont on se demande presque si elle s'en rend compte. S'il pleuvait dans la maison, nous mettions des bassines et des marmites sur le sol pour recueillir la pluie, dira-t-elle. Personne ne pleurait, nous sommes ainsi faits, nous ne nous révoltons jamais contre la vie. Sa façon à elle de se révolter d'une certaine manière ou d'exister, c'est de chanter encore. Il faut aller au bout de sa pudeur, il faut vaincre l'angoisse, vaincre les préjugés, aller plus loin que les regards. Les filles ne chantent pas dans les rues, n'est-ce pas? Donc il n'est pas question de le faire. Et bien en même temps, son frère aîné la gifle de temps en temps pour la punir. Il y a cette voix d'une incroyable richesse qui a fait frissonner les voisins lorsqu'elle était encore chez ses grands-parents et qui maintenant fascine tout le monde avec une notoriété qui petit à petit s'étend. Et ça réchauffe le cœur de la jeune fille. On lui demande de chanter pour un défilé de quartier. Elle va interpréter le Fado d'Alcantara et quand elle le chante, tout le monde est bouleversé. Et puis, elle est candidate au concours de printemps qui doit élire la reine du Fado. Et là, les notes qu'elle fait entendre bouleversent complètement la foule. C'est un triomphe. On dit quand même, quand elle passe, on dit « Mais vous la reconnaissez, c'est la vendeuse de fruits ». Si Amalia chante, les autres, sans doute par peur de la comparaison, refusent de se présenter. Voilà comment c'est maintenant. C'est-à-dire que elle est devenue tellement excellente dans son art qu'on n'ose même plus chanter à côté d'elle. Mais elle reste discrète, elle s'incline, elle se retire. Le concours qu'elle vient de passer va lui réserver une extraordinaire surprise. Vous écoutez Radio Classique. 1938, elle a 18 ans. Alors, elle n'a pas remporté le titre de reine du Fado, mais en passant ce concours, elle a rencontré un guitariste, le guitariste du groupe qui accompagnait le concours. Elle est tombée sous son charme, il s'appelle Francisco da Cruz. C'est lui qui accompagne les candidates et ça a été au-delà des échanges de regards. Ils vont s'aimer en secret, pas très longtemps, parce qu'évidemment la famille est là, qui s'en occupe, les familles. On est déjà en train de préparer le mariage. Il faut imaginer ce qu'est la pesanteur sociale dans ce Portugal du premier tiers, enfin en tout cas presque du milieu du XXe siècle. On peut pas dire en plus que le garçon soit ravi de se marier. Bref, Amalia est désespérée par tout ça et elle va avaler de la mort au rat. Elle dira plus tard à son biographe, « C'est la dernière fois que je me suis tuée ». En parallèle de ce mariage, eh bien, il y a cette carrière qui commence à s'imposer. Elle a été repérée au moment de ce concours du printemps. On lui a proposé de tenter sa chance dans une célèbre maison de Fado, au Retiro da Severa. Cette fille chante, dit Ercilia Costa, qui est la célèbre chanteuse de Fado de l'époque. Et quand je dis qu'une femme chante, c'est qu'elle chante vraiment. On est, je vous ai dit, 38, 39, ça y est, l'Europe est en train de sombrer dans la guerre. C'est le moment où Amalia signe son premier contrat et dans son quartier, les envieux assistent à cette espèce de mue, de transformation. Alors quand elle passe sur son passage, on dit « Qui veut des oranges ?» Ça c'est pour se moquer de celle qui hier encore était marchande de fruits, qu'importe. Amalia est réservée, elle avance droit, et malgré tout, elle va révolutionner les codes du Fado. Sa timidité l'empêche de feindre. Tout doit sonner juste. Chaque geste, chaque note, chaque parole, tout doit être exactement juste. Et qui mieux qu'elle, rescapée de cette enfance si douloureuse, pour chanter le Fado. Vous comprenez, vous savez ce que c'est que ce Fado, c'est ce chant du destin qui exprime des sentiments extrêmement mêlés, une sorte de tristesse qui fait plaisir, si j'ose dire. Le Fado, c'est l'expression musicale de la saudade. Et la saudade, c'est une sorte de nostalgie anticipée. C'est le plaisir d'être nostalgique d'un moment qu'on est en train de vivre et dont on sait qu'un jour on le regrettera. Voilà, si on devait résumer un peu la saudade
portugaise. Et le fado ne se chante pas, il advient, dit Amalia, qui a une dimension quasi tragique dans la manière dont elle l'exprime, avec toutes ces émotions qui se mêlent, des émotions à la fois tristes et langoureuses, et qui néanmoins expriment l'intense joie d'être et de vivre. C'est ça, ce fado incroyable. Avec elle, on touche au plus haut dénominateur commun, dit Jean-Jacques Lafaille, la peine qui devient belle, le déchirement qui espère se faire caresse, et la joie de bonne aloi, ici et maintenant, sans illusion inutile, sans phare ni artifice, c'est que la vie est affaire sérieuse et passagère. Tout est résumé là. 1943, on est en plein dans la guerre. Alors pas au Portugal, certes. Amalia est invitée à chanter par l'ambassadeur du Portugal à Madrid. C'est son premier voyage à l'étranger. La chanteuse, entre parenthèses, son mariage a fait naufrage entre-temps. Elle découvre le flamenco qui va être son autre grande passion. Elle est au seuil d'un nouveau monde, d'une certaine manière. Elle n'a pas reçu l'éducation qui permettrait de s'asseoir aux tables trop bien fréquentées. Qu'est-ce qu'elle va pouvoir dire à un ambassadeur et aux amis de l'ambassadeur? Et puis qu'est-ce qu'elle va faire de tous ces couverts de part et d'autre de l'assiette, vous voyez? Et c'est pour se donner une contenance qu'elle va se mettre à déambuler comme ça, avec son large sourire et la cigarette à la main. L'ambassadeur la rassure que la jeune fille ne s'inquiète pas, elle peut aller où elle veut, avec qui elle veut, ce sera toujours bien. Au Portugal, elle est en train de devenir plus qu'une vedette. Ses cachets s'envolent, les salles les plus prestigieuses se l'arrachent. C'est le début de ce qui va devenir un lien intime avec son pays natal. Et pas seulement avec son pays natal, on la réclame au Brésil où elle va triompher. Elle enregistre là-bas ses premiers disques, multiplie les allers-retours à travers l'Atlantique. C'est là que quelques années plus tard, au Brésil, elle rencontrera son second mari, César Seibra, qui est un ingénieur portugais qui sera le grand complice d'Amalia. Lui, pas tellement passionné par l'univers du spectacle. Mais avant ça, dès le début des années 50, on la voit participer à toute une tournée dans le cadre du plan Marshall. La guerre est finie maintenant, il faut reconstruire, il faut oublier. Alors on la voit à Berlin, à Rome, à Trieste, à Dublin, Berne, à Paris bien sûr. Et puis on ira l'acclamer bien plus loin, au Mozambique, au Congo belge, en Angola. Et puis aux États-Unis, à New York, où Amalia va chanter au club La Vie en Rose. Et oui, or il se trouve que elle croise là Edith Piaf. Elle apparaît même au cinéma et elle fait ses débuts dans des films comme Capas Negras. Peut-être qu'elle a une pensée pour la fillette qu'elle était, quand elle rêvait de Sylvia Sidney, de Greta Garbo, et maintenant c'est elle qui est là sur le grand écran. En 55, elle va tourner dans Les Amants du Tage, un film français, un film d'Henri Verneuil. Elle y chante Barco Negro et c'est un engouement extraordinaire. Et l'année suivante, Bruno Cocatrix va l'inviter à l'Olympia. Elle a Paris à ses pieds, comme les autres capitales, me direz-vous. Voilà ce qu'on peut lire dans le Figaro. D'une beauté souveraine, elle se tient loin du microphone, quasi immobile, se limitant à passer les doigts par les franges de son châle. Mais les yeux profonds, les lèvres et tout le visage traduisent une telle intensité de sentiment qu'on est conquis et qu'on ne demande plus rien. Et François ajoute « Quasiment personne ne comprend la langue qu'elle chante, mais il se produit un miracle. Le public est conquis, subjugué, en extase. » Et Charles Aznavour, pour elle, va écrire un titre « Aïe, mourir pour toi ». Triomphe parisien. C'est le début d'une carrière internationale qui va complètement folle, qui va durer 2 décennies. La rumeur lui prête des liaisons plus ou moins vraisemblables. Elle est toujours aux tables des plus grandes célébrités, mais la gamine d'Alcantara garde la tête sur les épaules. Je suis très inégale. Ce qui me rend ainsi, c'est le manque de confiance, dit-elle. Ça n'empêche pas de chanter en anglais, en français, en espagnol, en italien. Et malgré tout, elle reste la voix du Portugal, bien entendu. J'ai quelque chose en moi du Portugal, comme si j'étais une herbe, un parfum, dit-elle. Elle magnifie le folklore, elle apporte le fado à la haute société, elle le mêle à la poésie, à la littérature. Et au début des années 60, on la voit collaborer avec Alain Oulman, le compositeur français de la famille des fondateurs de Calman-Lévy. Elle, si attentive aux mots, va chanter les poètes, que ce soit des grands poètes classiques ou des poètes méconnus, pourvu
que ça la touche. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait du sentiment, qu'il y ait du vrai. Elle écrit aussi ses propres vers. Cœur indépendant, cœur que je ne commande pas, tu vis perdu entre les gens, saignant obstinément. L'envoûtante Madone est sur son piédestal et hélas, le piédestal en question se trouve être en argile. Franck Ferrand sur Radio Classique. Amalia Rodriguez qui est devenue une sorte d'icône internationale. En 67, elle reçoit le prix Midem et elle va voir ce prix lui être décerné à 3 reprises. Il n'y a que les Beatles qui peuvent en dire autant à l'échelle planétaire. Mais au Portugal, les choses sont en train de tourner. Le pays d'abord est englué dans les guerres de décolonisation. En 74, c'est la révolution des œillets qui renverse la dictature de Salazar, cette dictature qui avait été instaurée par Salazar, enfin un régime très fort en tout cas, instauré 4 décennies plus tôt, et le pays veut abattre les vieilles icônes pour se forger un nouveau destin. Et le fado, on dit que ça fait partie des 3 F de Salazar. Fado, Fatima, football. Ce sont les 3 éléments sur lesquels s'appuyait Salazar. Et qu'est-ce qu'on peut faire désormais d'Amalia, dont la voix a été si intimement liée à l'histoire de la dictature portugaise. Quand elle passe maintenant sur son passage, on dit fasciste, fasciste. Et ça la bouleverse, bien entendu. Écartée par les milieux musicaux portugais, nous dit Maria Pilar Queiral de Hierro, blessée par le traitement injuste dont elle est victime, elle oriente sa carrière vers l'étranger et continue à donner des concerts non seulement en Europe et en Amérique, mais aussi en Asie. Alors, est-ce qu'elle a soutenu la dictature de Salazar ? C'est vrai qu'elle a eu sans doute une attitude, disons, ambivalente. Miguel Carvalho, dans Ditatura et Révolution, dit « En même temps qu'elle entretenait des liens clandestins avec des figures du Parti communiste portugais et faisait des dons pour les détenus politiques, elle écrivait une lettre élogieuse à Salazar. Elle dit qu'elle est indépendante. Je sais que mon histoire sera celle que l'on choisira, celle qui est la plus intéressante, celle qui n'est pas la mienne, dit-elle sans illusion. Elle est insaisissable, Amalia Rodriguez, avec sa cigarette à la bouche là et ses grands châles à franges. C'est une femme indépendante, c'est une femme qui a divorcé, qui a refait sa vie, qui ne veut pas des étiquettes. C'est vrai qu'elle a sans doute admiré Salazar, qu'elle a rencontré à 2 reprises, ça l'a pas empêché de chanter un fado qui était en même temps un hommage aux prisonniers politiques. Et à mesure que le Portugal s'est mis à panser ses plaies, eh bien, elle a peu à peu, j'allais dire marche après marche, regagner son statut d'idole incontestée. On a vu la diva changer un peu d'apparence, sa chevelure s'est éclaircie, elle a eu pas mal de soucis de santé, elle est devenue un personnage dont on parle dans la presse à scandale, évidemment. On parle de ses soucis de santé, on évoque ses concerts, les décorations les plus prestigieuses qu'elle reçoit des personnalités les plus incroyables du monde. Elle espère mourir comme la pomme tombe de l'arbre. Eh bien, c'est ainsi qu'à 79 ans, à l'entrée de l'automne 1999, on va la retrouver morte dans la salle de bain de sa maison jaune de São Bento à Lisbonne. Les Portugais, bouleversés, vont se masser autour du corps d'Amalia et cheminer par milliers vers la basilique d'Estrela. On pleure beaucoup autour d'elle, on l'écoute à l'oreille. C'est trop de douleur pour un si petit pays, écrira un journaliste. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et en 2001, sa dépouille sera transportée au Panthéon National. La même année, la Maison Jaune de São Bento, dans laquelle elle a vécu donc 45 ans, ouvrira ses portes au public. Et là, on a l'impression qu'elle va arriver, qu'elle va surgir de la moindre porte. Dans le salon, les canapés de velours rouge, les guitares portugaises, les tasses à thé ont l'air d'attendre le retour de la maîtresse des lieux dans ses tuniques amples, colorées. Et dans son jardin se tient un perroquet du Gabon. Vous savez, ces petits perroquets au plumage gris avec la queue rouge. Il s'appelle Chico. C'était le compagnon d'Amalia. Ça vit vieux, les perroquets.
Sur sa branche, il est là qui scrute avec ses yeux ronds les promeneurs, les touristes, les étudiants, les amateurs de musique, les curieux tout simplement. Et il a l'air d'attendre lui aussi. Il a l'air d'attendre quelque chose, ou plutôt, il a l'air d'attendre quelqu'un, puisque de temps en temps, on l'entend crier « Amalia !» Vous écoutez Radio Classique.